Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour un nouveau résumé d'animé. Et aujourd'hui, on attaque Rising of the Shield Hero. Et je suis parfaitement bon au niveau timing, puisque vous savez sans doute, et si vous n'êtes pas au courant et vous vivez dans une grotte, je vous l'apprends, la saison 4 arrive au mois de juillet. Il y a d'ailleurs un trailer qui est tombé il y a très peu de temps, là, au moment où j'enregistre ces lignes. Donc, le timing est absolument parfait pour résumer ces trois saisons de Shield Hero. Vous vous doutez qu'au bien au beau milieu de cette vidéo, il y aura la saison 2. Restez calme, tout va bien se passer. Ça a été un enfer à faire, mais profitez bien. Comme d'habitude, vous connaissez le format. Vous pouvez regarder la saison que vous voulez. Si vous voulez sauter la S2, sautez la S2, je vous en voudrais pas évidemment. Tout le monde veut l'oublier, même si elle existe malheureusement, on fait avec. Puisqu'elle fait partie du lore, donc elle existe, donc elle mérite quand même d'être résumée. Et je vous donne rendez-vous à la fin pour le petit message de fin. Bon visionnage à tous et à une prochaine. Naofumi Iwatani, 20 ans et sans emploi, se rend dans une bibliothèque. Sans le vouloir et en faisant tomber des livres, tombe sur l'histoire fantaisiste de 4 héros avant d'ouvrir la page dédiée aux héros au bouclier et de se faire isekai dans le monde du livre. Invoqué comme 3 autres jeunes hommes comme lui devenus des héros, Motoyasu le héros à la lance, Ren le héros à l'épée et Itsuki le héros à l'arc, se voit confier la lourde tâche de sauver ce monde en arrêtant des vagues de monstres pouvant apparaître à n'importe quel moment. Naofumi, confiant dans son rôle du deuxième plus âgé derrière Motoyasu, est prêt à partir à l'aventure. Sauf que personne ne semble vouloir faire équipe avec lui, sauf une jeune femme nommée Mine. N'étant équipé que de son bouclier, cela va être difficile de monter de niveau et d'acquérir de l'expérience rapidement pour combattre les vagues. Mine se montre malgré tout très attentionné envers lui et lui promet de l'aider dans sa quête, quoi qu'il arrive. Le lendemain, Naofumi est intercepté par des gardes du château, l'accusant d'avoir abusé de Mine la nuit dernière, et est pointé du doigt par cette dernière, se cachant derrière un Motoyasu et les 2 autres héros médusés face à cette tromperie. Pourtant, le jeune homme sera accusé à tort et reconnu coupable d'un crime qu'il n'a pas commis. Toute la cité va à partir de ce moment le rejeter et l'humilier chaque jour, avant de se faire approcher par un marchand d'esclaves qui va lui présenter une jeune fille frêle et malade, qu'il va acheter et utiliser comme moyen de monter de niveau. Les premiers temps avec la petite Raftalia ne vont pas être joyeux. Naofumi ne va pas se montrer tendre avec elle, la forçant à se battre contre son gré pour acquérir de l'expérience. Cependant, on en apprendra plus sur le passé de la jeune fille du clan des ratons laveurs. Et le temps passant, après d'âpres combats traumatisants et difficiles à supporter, le jeune homme va finir par s'adoucir et se montrer plus gentil envers elle. Le temps d'un battement de cils, la petite Raftalia a bien poussé et est devenue une belle jeune fille forte et respectable au combat. C'est à peine arrivée au château et insultée par Motoyasu que la première vague tant attendue est arrivée. C'est la panique dans un petit village que tentent de protéger Naofumi et Raftalia qui vont se faire prendre à partie par des soldats ne souhaitant pas se rallier aux héros au bouclier. Pourtant, un petit groupe va néanmoins passer outre cet interdit jusqu'à la fin de la bataille. Voilà ce qui attend les héros dans ce monde effroyable, où tout repose sur leur dos et où Naofumi est l'ennemi de tous. La fête pour leur réussite bat son plein, avant qu'une fois de plus Motoyasu ne mette le feu aux poudres en apprenant que Raftalia est l'esclave du héros au bouclier. En bon samaritain, il va engager les hostilités et forcer Naofumi à un duel sans queue ni tête où le vainqueur récupérera la jeune femme. C'est en trichant ouvertement devant tout le monde que Naofumi perd le duel et que le sceau de Raftalia lui est retiré. Cependant, c'est sous les rires moqueurs et prêt à laisser tomber que la jeune fille enlace le héros au bouclier, lui jurant fidélité pour le restant de ses jours, montrant à tous et forçant à admettre aux autres héros que dans une telle situation, même quelqu'un comme Naofumi ne peut pas être mauvais dans le fond.
pense que dans cette saison 1, ça doit certainement être l'un des moments les plus touchants, hein, clairement, que on va au-delà de l'esclavagisme, que Raftalia c'est plus que son esclave. Bon, je vous spoilerai pas ce qui se passera dans l'avenir parce que bah j'ai pas lu le light novel, c'est pas disponible en France. Mais ouais, le lien si particulier qu'il y a entre Raftalia et Naofumi, il est puissant, vraiment très très puissant. Il va bien au-delà d'un maître servant ou d'un maître et esclave. C'est beaucoup plus puissant que ça et c'est beau. Franchement, c'est une scène extrêmement poignante et puissante en émotion. Donc franchement, je dis bravo à Kinema Citrus pour celle-ci parce que franchement, waouh. Là, ils ont su toucher là où il fallait. Hein. Surtout Kevin Panquin aussi au niveau des musiques. GG frérot, t'as des de ça toi aussi. Après avoir reçu sa récompense, Naofumi reprend la route avant de croiser à nouveau le marchand d'esclaves qui veut lui proposer un nouveau produit. Un œuf où il y trouvera après éclosion un filolial tout rose et tout mignon dont il va s'occuper comme un papa poule avant qu'il ne prenne sa forme adulte et soit un moyen de locomotion. C'est une nouvelle confrontation face à Motoyasu qui nous surprendra sur les capacités de Philo. En effet, Motoyasu provoque Naofumi dans une course où si Naofumi gagne, le village devra être laissé tranquille. C'est sans surprise que la course tente d'être truquée, mais que Philo et ses capacités de course ultra rapides détournent et gagnent le match haut la main. Après une nuit de repos bien méritée, la surprise est de mise que la filoliale a disparu et au pied de Naofumi se trouve une jeune fille blonde qui s'avère être Philo, qui s'est métamorphosée et a adopté une forme humaine pour pouvoir parler à ses amis. C'est après une journée rude pour trouver un élément important pour fabriquer des vêtements sur mesure pour la jeune fille que la journée se termine. En livraison avec un marchand avec qui il a sympathisé, il tombe sur un village infesté par une plante qui tue petit feu par petit feu les habitants. Le héros à la lance étant passé ici auparavant et n'ayant rien pu faire a laissé les lieux à la merci de la situation. Et c'est le héros au bouclier qui va une fois de plus rattraper cette bourde, avant de continuer son voyage dans la joie et la bonne humeur depuis l'arrivée de Philo. Arrivé dans un autre village, une maladie inconnue continue de tuer des habitants. D'après eux, Ren, le héros à l'épée, les aurait débarrassés d'un dragon il y a un moment de cela. Pourtant, les gens ont commencé à mourir d'un mal inconnu. Arrivé au sommet de la montagne pour y trouver le cadavre du dragon, celui-ci est maintenant zombifié et va donner du fil à retordre au groupe, touchant même gravement Raftalia et tout le groupe, leur donnant une malédiction. Près du village, il croise la route d'une jeune fille se révélant être Melty, la deuxième princesse du royaume de Melromark, qui a invoqué les héros. Revenus à la capitale après leur excursion pour ramener la jeune princesse, Motoyasu, oui, encore lui, cherche des noises au petit groupe avant de se faire envoyer voler par Philo, qui ne peut pas l'avoir dans le collimateur. Arrivant près d'un sablier du dragon pour augmenter leurs statistiques, il est finalement bloqué par un arrêté du roi qui interdit le héros au bouclier et ses compagnons de les utiliser. Repartant en voyage et tombant dans une cité en ruine, le constat est qu'Itsuki a fait tomber l'ancien régime ayant amené à la destruction pure et simple du royaume en question. Pourtant, le jeune homme ne semble pas prêt à accepter que c'est entièrement de sa faute et qu'une fois de plus, Naofumi passe derrière pour rattraper les pots cassés. Et dites-vous que vraiment, les autres héros, mais c'est des branques, hein. Vraiment A plus Z, vous l'avez vu sur quasi toute cette saison 1, sur tous les épisodes qu'on a évoqués jusqu'à maintenant, c'est des cas à problème, hein, ces putains de héros. Ils ne servent à rien. C'est pourtant le moins efficace qui est le plus efficace, hein. C'est pour ça que Naofumi c'est le héros bouclier. C'est le mec qui est censé être le moins fort des trois. Parce que je veux dire, il a littéralement qu'un putain de bouclier. Il peut pas attaquer, il a besoin de ses alliés pour se défendre. Enfin, pour faire des dégâts aux monstres. Bon, il y a ses boucliers qui lui permettent de faire des dégâts, mais t'as capté. Je veux dire, les autres, il y en a un qui a une lance, un autre qui a une épée et l'autre un arc. Naofumi, c'est censé être techniquement sur les 4 héros le mec avec le moins de puissance d'attaque. Et pourtant, c'est celui qui fait le plus de trucs parmi les 4. Vous savez à quoi les 3 autres en fait ? Plus le temps de réfléchir, une nouvelle vague approche. Naofumi, Philo et le groupe de soldats l'ayant soutenu par le passé se joignent pour aider. C'est le héros au bouclier, sous le regard médusé des autres incapables, qui va presque à lui seul mettre fin à la vague, sauf quand une jeune femme portant un kimono et se faisant appeler Glace ne fasse son apparition. Ils se feront tous balayer, incapables de lui tenir tête jusqu'à la fin de la vague. Pas remercié par le roi, qui continue de maintenir ce climat de haine envers le héros au bouclier, Naofumi repart. Pourtant Melty
présente à ce moment, essaye de comprendre le problème avec son père, comprenant que lui et sa sœur aînée Malty, Mine, complotent en l'absence de la reine. C'est au moment de leur séparation et censé être accompagné d'un groupe de soldats que l'un d'eux se jettera sur la princesse, voulant la tuer avant que Naofumi ne s'interpose. Ayant eu à ce moment un cristal qui a tout enregistré, mais les images manipulées faisant passer le groupe du héros au bouclier pour des meurtriers face aux soldats, ils seront donc obligés de se cacher et de fuir constamment avec Melty. C'est au bord d'un gouffre que Itsuki, Ren et Motoyasu, avec une poignée de soldats, vont les retrouver, mais ne souhaitant rien entendre de leur version des faits, les forçant une nouvelle fois à leur fausser compagnie. Accueillis le temps de leur cavale par un gentil noble, ils sont rapidement retrouvés et Melty accepte de venir avec l'homme pour protéger le groupe. Pourtant, comprenant que quelque chose cloche, le héros bouclier va rapidement venir à son secours jusqu'au moment où Raftalia nous montrera son passé dans son village natal qui, il y a quelques années, a été détruit et les enfants enlevés puis réduits en esclavage, jusqu'au jour où elle a été récupérée par le marchand qui lui permettra sa rencontre avec Naofumi. Malgré que certains de son clan encore en vie ont pu être sauvés, ce ne fut malheureusement pas le cas de son ami qui ne sera retrouvé qu'à l'état d'os, montrant l'horreur de ce qu'ils ont subi toutes ces années, et que Melromarc a une part de responsabilité dans ces horreurs, ayant passé sous silence les agissements du noble. Et on est sur la deuxième scène la plus poignante de cette saison 1, il n'y en aura pas autant par la suite. Non là les gars, c'est trop, là. Vraiment, le pleur de désespoir, de tristesse de Raftalia, tu l'entends de loin dans les couloirs des géoles. Non, c'est vraiment, ça déchire le cœur. Honnêtement, pour avoir revu la S1 pour l'écriture de cette vidéo, je me souvenais plus que c'était aussi chaud quand même. Vraiment, cette scène-là, elle détruit. Elle détruit du plus profond de toi-même. Elle n'avait pas revu son ami depuis des années. La seule chose qu'elle peut revoir et qu'elle voit dans cette géole, c'est juste un tas d'os, il reste rien. De se dire à quel point ce qu'elle a vécu, ça a dû être horrible, qu'elle a dû être très probablement laissée morte de faim. C'est horrible. Honnêtement, c'est horrible qu'on en arrive à une telle situation. Ah non, là c'est chaud. Là. Vraiment, j'arriverai... ça va me hanter. C'est chaud. Je me rappelle pas avoir autant été bousculé en voyant la scène la première fois. C'est vraiment très très dur. Celui-ci, acculé, va invoquer un genre de T-Rex géant qui, après avoir été amené jusqu'au bord d'un lac, va être accueilli par une centaine de filles d'Olial, dirigées par leur reine Fitoria, venue à la rescousse du héros au bouclier. Le calme revenu, cette dernière va expliquer à Naofumi que son rôle est de réguler ce monde et qu'il y ait une parfaite harmonie entre les héros pour le sauver. Le souci étant que dans l'état actuel des choses, ils sont tous en conflit et ne se coordonnent pas du tout pour arrêter les vagues, ce qui risque de lui obliger à devoir tous les éliminer. Demandant à Naofumi de coopérer, mais celui-ci refusant sans l'ombre d'une seconde, elle prend Melty en otage et oblige Philo à l'affronter. Après avoir réussi à la toucher, la reine met fin à ce duel et explique au groupe que ce n'était qu'un test afin de léguer le flambeau de reine des Philoliales à Philo, tout en laissant planer évidemment sa menace à Naofumi que les héros seront éliminés s'ils ne coopèrent pas. Arrivés à une porte menant au royaume, ils sont accueillis à bras ouverts par un groupe de soldats menés par Motoyasu et Mine juste derrière. Pendant leur duel où le héros à la lance ne semble pas pouvoir y gagner quoi que ce soit, sans prévenir, Naofumi lance un bouclier sur tout le monde afin de les protéger d'une énorme attaque qui tombe sur eux. Après coup, il s'avère que c'était le pape de l'église qui a voulu faire une pierre deux coups en éliminant tous les gêneurs en une seule fois. L'homme, un fervent croyant du culte des trois héros, veut éliminer le mal qu'est le quatrième héros au bouclier. Mais Naofumi ne l'entend pas de cette oreille et compte bien tout arrêter avec ou sans l'aide des trois autres héros. Sur le point de perdre le contrôle de son bouclier démoniaque, il est rappelé à l'ordre par Philo et Raftalia qui se battront de toutes leurs forces pour arrêter le pape, qui tombera dans le piège du bouclier incontrôlable qui ira jusqu'à utiliser énormément de sang à Naofumi, le faisant tomber à terre, incapable de bouger. C'est à ce moment que la reine, revenue de son voyage, vient lui porter assistance et lui demande pardon pour tout ce qu'on lui a fait subir. Où devant de multiples preuves
le roi est mis face à ses responsabilités, ainsi que sa fille Malty qui sera forcée d'avouer toutes ces manipulations et le mensonge qui ont poussé chaque habitant à en vouloir au héros au bouclier alors qu'ils n'avaient jamais commis le moindre crime. Condamnés à mort pour leur trahison envers le royaume, ils sont in extremis sauvés par un Naofumi fort de rigolade et d'humiliation afin de sauver la face de la reine qui s'était forcée à en arriver là avec une pointe de remords. Le héros au bouclier est maintenant lavé de tout soupçon, même si certaines blessures ne se refermeront probablement jamais. Maintenant dans la possibilité d'évoluer, ils sont tous invités par la reine à un banquet afin de resserrer les liens entre les héros, mais c'est peine perdue. Après la discussion, Naofumi se rend dans l'ancien village de Raftalia afin que cette dernière puisse se recueillir sur la tombe de son amie Lifana, avant de partir pour les îles Carmilla. En chemin sur le bateau, il rencontre deux aventuriers, Lark et Télis, qui dans un premier temps ne croient pas que le jeune homme soit le héros au bouclier, avant de débarquer sur l'île où ils vont pouvoir s'entraîner et monter de niveau afin d'être prêts pour la prochaine vague. S'étant liés d'amitié avec les deux aventuriers, ils vont s'aider mutuellement, ou même à un moment Naofumi va concevoir un bracelet magique pour Télis. Après un repos bien mérité, c'est au fond d'un donjon sous-marin qu'ils tombèrent sur un sablier du dragon leur indiquant qu'une nouvelle vague apparaîtra d'ici 2 jours. Arrivés à cette bataille, et face à un monstre que même les 3 autres héros n'arriveront pas à arrêter, c'est le groupe de Naofumi aidé par Lark et Télis qui en viendront à bout, jusqu'à un moment où les deux aventuriers se retourneront contre eux et se montreront hostiles, et tenteront de les tuer avec l'apparition de Glace, faisant son retour. C'est grâce à son entraînement et un bouclier pouvant absorber le mana et l'intervention de la reine et ses soldats que le groupe des 3 aventuriers est repoussé et la vague disparut. Après un bon temps de repos, ils retournèrent dans le village de Raftalia, dont la reconstruction avance très bien, avant que la nouvelle que Naofumi attendait ne tombe de la main de Medzi. Le héros au bouclier est fait nouveau seigneur et protecteur de ses terres, jurant qu'il restera dans ce monde pour le protéger jusqu'à sa mort. Alors avant qu'on commence le résumé de cette S2, vous savez sans doute ce qui s'est passé à l'époque, hein, bien sûr, hein, le studio a outsource la quasi-intégralité de la série. Ça a été décrié, ça a été du grand n'importe quoi, mais bon, je pouvais pas ne pas la sauter, hein. On va pas rechigner à faire cette S2, elle fait partie du lore de l'œuvre, il y a des personnages qui réapparaîtront par la suite, donc c'est nécessaire de parler de cette S2, même si tout le monde veut l'oublier, dans le cœur des gens, cette S2 n'a jamais existé, mais elle a au moins l'honneur d'avoir eu un peu de lore, même s'il est complètement raté et charcuté et enculé à sec. Il existe, il est là le lore, donc il est nécessaire de le rappeler. Ça va être dur, ça a été même très dur de la résumer cette S2. À côté de la S3, ça a été vraiment un bonbon, mais la S2 c'était compliqué. Mais accrochez-vous bien pour cette S2, on a quand même des choses à dire. Après l'âpre bataille de la vague et la reconstruction du village, Naofumi regarde le sablier du dragon afin de voir le temps restant avant la prochaine vague. Mais celui-ci est figé et une onde de choc se produisit. Le groupe des héros sont convoqués par la reine qui leur explique que des attaques de monstres de type chauve-souris annoncent le retour de la légendaire tortue Reiki, leur demandant de s'en occuper, ce que ceux-ci refusent voulant se concentrer uniquement sur les vagues dimensionnelles. C'est Naofumi seul qui accepte la mission qui en passant prend une ancienne du groupe d'Itsuki, Lishia, avec eux, voulant évoluer et retourner par la suite dans le groupe du héros à l'arc. Arrivant aux frontières du royaume, ils sont rapidement accueillis par les fameux monstres avant de les éliminer et de voir une femme étrange demander à Naofumi de la tuer. Naofumi, accompagné de Raftalia, assiste au conseil de guerre entre rois et reines de différents pays. Durant celle-ci se joint la femme étant apparue plus tôt, Aust Orai, concubine de Feu, le roi du royaume de Reiki. Elle ne perd pas de temps à expliquer qu'elle n'est en réalité pas humaine, mais un familier du monstre légendaire ayant pour mission de faire s'entretuer tous les royaumes afin de donner les âmes des morts à la tortue pour la nourrir. Pourtant, cette situation reste inédite, car c'est quelqu'un d'extérieur qui a réveillé le monstre, malgré que personne n'est censé savoir comment faire pour lever le sceau.
Se foutant de la stratégie mise en place, Naofumi quitte la pièce avant d'être rejoint dans la soirée par Host, qui veut faire plus ample connaissance avec le groupe et les vassaux du héros. Tout le monde se met à son poste où le soir suivant, après une discussion enflammée autour de Lichia et son amour inavoué envers le héros Alarc, une nouvelle secousse annonce le début des hostilités pour le lendemain matin. La tortue Reiki s'est mise en mouvement et les armées lancèrent l'opération d'assaut. Après avoir bloqué des monstres pour laisser le chemin libre, une première salve de harpons est envoyée vers Reiki, sans que cela ne la blesse, mais malgré tout arrive à toucher une patte en sacrifice de plusieurs engins de guerre. Après l'utilisation des explosifs, la tortue se retrouve immobilisée, ce qui laisse une chance de la décapiter, mais celle-ci lance une attaque magique avec des pics lancés sur le champ de bataille, tuant plusieurs soldats. Voyant une brèche où le monstre ne veut pas attaquer de risque de se blesser elle-même, l'assaut final est lancé. Naofumi, Raftalia, El Rasla, Lichia et Philo se hâtent vers la tortue avant d'être renforcés et de trancher la tête du monstre, apportant la victoire. Pourtant censé disparaître, le monstre reste présent, signifiant que tout n'est pas encore terminé. Après un passage sur le passé de Lichia, sur la gratitude et l'affection qu'elle porte à Itsuki, le lendemain, le groupe se remet en route à la recherche du moyen d'en finir avec la tortue pour de bon, qui se régénérera sûrement s'ils ne font rien. Montant sur son dos pour y trouver des indices, il tombe sur un village ravagé où, informé, il se dirige vers un temple non loin. Érigé à la gloire de Reiki, il s'agit sûrement de l'endroit où le sceau a été brisé. Une fresque comportant des écritures en japonais que seul Naofumi arrive à lire pour ressurgir en Host le moyen d'arrêter la tortue une bonne fois pour toutes avant qu'on leur rapporte que Reiki est sur le point de se réveiller. Sous le bâtiment se trouve une ouverture vers l'intérieur du monstre pour y détruire son cœur et le tuer pour de bon. Une fois à l'intérieur, à la surprise de tous, ils y retrouvent l'arc, Télis, accompagné de Glace. L'arc expose la raison de leur présence, corriger l'auteur de l'éveil de Reiki, qui viendrait du même monde qu'eux et qui veut contrôler toutes les bêtes protectrices et exploiter leur pouvoir, menaçant différents mondes, dont le leur. Après un refus de coopérer de la part de Naofumi, ils arrivent au cœur de la bête et y rencontrent l'auteur de ces événements, Kyo et Nina, qui n'est en fait qu'une illusion qui berne aussi l'arc et ses amis avant que le cœur de la bête ne s'active et que Kyo ne disparaisse. On en parle de Kyo ou c'est moi ou c'est sincèrement l'un des méchants les plus nuls que j'ai jamais vu de ma putain de vie. Honnêtement, le mec il a aucun charisme. Hein. À côté, même la tortue moche en 3D, elle était plus charismatique. Hein. Non mais Kyo, motherfucking Kyo, qui s'est dit que c'était une bonne idée de faire de ce mec un méchant? Mais il transpire le cringe ce mec. Il a littéralement rien pour lui en fait, je suis désolé. Mais à côté, je vous ai dit, je le répète, hein, mais la S3 c'est un chef-d'œuvre à côté. Hein. Vraiment cette S2, en plus d'être moche, a des méchants nuls à chier. Oh Kyo, mais putain, mais quelle merde ce personnage. Oh là là. Pourquoi je me rappelle de ça? Pourquoi? Raftalia porte un coup fatal au cœur de Reiki, mais Host ne meurt pas, ce qui signifie que Reiki vit toujours. Mais Host a des souvenirs enfouis qui se réveillent. Elle ouvre un nouveau passage à Naofumi vers les entrailles de la tortue et il trouve le vrai Kyo. Ce dernier les nargue en le révélant qu'Host n'est pas un familier de Reiki, mais qu'elle constitue le cœur même de la bête. Kyo révèle avoir capturé Itsuki, Motoyasu et Ren, dont les armes sacrées servent à régénérer la tortue avant que l'arc et son groupe n'arrivent pour aider. Dehors, c'est l'ancienne reine des Philoliales, Fitoria, qui vient aider les armées humaines contre la tortue, maintenant régénérée et réveillée. Kyo active un pouvoir de Reiki, augmentant la gravité, ce qui cloue au sol l'équipe de Naofumi et celle de l'arc. Seule Lichia, encore debout, va déballer tout ce qu'elle pense de lui, que c'est un faible se reposant sur les autres comme elle, et se défendra comme une chef face à lui, libérant par la même occasion les autres héros prisonniers. L'arc et son équipe, suivis de Philo, partent détruire le vrai cœur de Reiki, tandis qu'Host demande à Naofumi de la tuer pour en finir. Dehors, un rituel magique se déclenche, forçant Reiki à répliquer. Fitoria en profite pour lui transpercer le cou, et Philo, captant les messages de cette dernière, donne le signal à l'arc et son groupe pour qu'ils détruisent le cœur au même moment. Mais cela ne fonctionne pas et Kyo réplique en reconstituant l'organe. C'est lors de ces dernières paroles qu'Host transmet un nouveau pouvoir à Naofumi, lui débloquant un bouclier qu'il va pouvoir détruire le cœur.
Kyo, comprenant que son coup a échoué, veut s'enfuir par un portail qui va être poursuivi par l'Arc et son groupe, que Naofumi va vouloir suivre grâce au bouclier de l'âme de Reiki, lui permettant à lui et ses vassaux de passer à travers et changer de dimension, pendant que le corps de Reiki, ainsi qu'Host, disparaissent. Naofumi, Lichia et Raftalia, redevenues petites, se réveillent dans une cellule, et Naofumi se rend compte qu'ils sont revenus au niveau 1. Ils empruntent une sortie qui les conduit directement à l'extérieur sur une étrange plage qui ne semble pas avoir d'horizon et partent à la recherche de Philo disparus. Après une journée d'entraînement pour remonter de niveau, ils se font attaquer par un monstre de type Kappa qui blesse violemment Naofumi avant d'être sauvé par une fille qui passait par là, nommée Kazayama Kizuna. Elle se décrit comme l'héroïne à l'outil de chasse. Soignée par cette dernière, Naofumi lui apprend venir d'une autre dimension, mais celle-ci rétorque être prisonnière ici, ce qui étonne le héros au bouclier, mais malgré tout, après avoir expliqué leurs raisons respectives d'avoir été invoquées, c'est en mentionnant l'arc Télis et Glace que Kizuna réagit, ce qui met de la distance avec Naofumi qui ne peut pas lui faire confiance. Kizuna prouve de sa bonne foi qu'elle ne peut blesser personne avec son arme et cherche un moyen de s'évader de cet endroit. Il se retrouve dans un labyrinthe infini, une prison temporelle dont elle cherche depuis des années le moyen de sortir. Elle leur montre ensuite une église dans laquelle se trouve un autre portail dimensionnel infranchissable. Naofumi, voyant ça, pense à un bug et tente un moyen de forcer le passage. Après une manipulation ô combien incompréhensible, ils arrivent à passer à travers et se retrouvent à l'extérieur. Kizuna reconnaît son monde et les remercie tous les trois chaleureusement pour les avoir sortis de là. Après coup, elle propose de se rendre à la capitale du pays qui l'a enfermée et d'y utiliser un sablier du dragon afin de se téléporter vers l'endroit où elle a été invoquée pour retrouver ses compagnons. Le temps d'acquérir des niveaux, le groupe va s'installer afin de s'équiper correctement et amasser de l'argent pour acheter un laissez-passer. Une fois équipés, ils se rendent au point de contrôle et y trouvent une foule de gens accumulés. Quelqu'un aurait trouvé un moyen de traverser les sabliers du dragon que seuls les héros peuvent utiliser. Pensant y trouver Kyo, c'est sur un dragon nommé Kazuki qu'il tombe. Le soir venu, Raftalia propose de s'infiltrer car la surveillance sera moindre, d'autant qu'une chute de neige a commencé. Ils lancent les opérations mais tombent dans un piège et les gardes leur tombent dessus. Ils se séparent en deux groupes pour chercher le sablier. Naofumi et Raftalia le trouvent en premier et sont accueillis par Kazuki qui leur révèle travailler pour Kyo. Repoussant les gardes, Kizuna active le sablier et téléporte tout le monde, sauf pour Raftalia pour qui la magie se désactive. Entendant la voix de Kyo qui confirme les avoir piégés, il a l'intention de faire de Raftalia un cobaye de laboratoire, la laissant seule pour combattre contre Kazuki et les gardes. Naofumi en colère demande à faire le chemin inverse pour aller la sauver, mais le passage est bloqué. Kizuna connaît cependant quelqu'un qui pourra l'aider à la retrouver. Accueilli avec joie dans la ville de son invocation, Kizuna présente au groupe Ethnobalt, le héros au bateau, qui propose à Naofumi de créer un Shikigami à l'image de Raftalia, ce qui lui permettra de la retrouver. Ayant gardé une mèche de cheveux de cette dernière, l'utilise pour le rituel et invoque un Shikigami qui ni une ni deux montre l'emplacement de Raftalia sur la carte, qui étrangement est pointé au même endroit par le Shikigami de glace, expliquant qu'elle se trouve probablement au même endroit. Transporté par Ethnobalt et son bateau vers la ville qui a emprisonné Kizuna, Naofumi ressent la présence de Philo qu'il découvre être utilisée par un fils de noble qui se fait de l'argent en l'exhibant telle une bête de foire. La nuit venue, ils partent la secourir voyant que dans ce monde, elle adopte une forme différente de par l'inexistence des Philoliales. Le jour suivant, en ville, via un panneau, ils apprennent que le héros à l'épée vassale a été trouvé mais qu'il s'est enfui. Puis Naofumi se rend compte que les statistiques de Raftalia, auxquelles il a accès notamment depuis son écran virtuel, commencent à s'effacer, signe que son pacte d'esclave avec elle est en train d'être rompu. Quelque temps plus tôt, nous revenons sur ce qui est arrivé à Raftalia, enfermé dans une cellule, bridant la magie, et il retrouve l'arc Télis et Glace, qui lui propose une alliance pour s'évader. Leur indiquant qu'ils sont venus en aide à Kizuna, qu'ils ont libéré du labyrinthe infini, Glace promet de tout faire pour les aider en remerciement. Réussissant à sortir et prenant le sablier du dragon afin de rejoindre Naofumi, ils finissent par entendre parler en ville du choix du héros à l'épée
qui a été arrêté et se rend à la cérémonie. Le premier candidat approchant, Raphtalia reconnaît Kazuki, et quand il tente d'empoigner l'épée vassale, symbole du héros à l'épée, l'arme disparaît et réapparaît dans les mains de Raphtalia. Elle devient ainsi, malgré elle, héroïne à l'épée, et son symbole d'esclave disparaît, la forçant à prendre la fuite. Arrivant dans un temple et ayant retrouvé sa forme adulte, une prêtresse la cache des gardes. Descendant d'une famille ayant servi les héros à l'épée, elle fournit une tenue spéciale à Raphtalia, rattrapée par Kazuki, qui ne fera pas le poids face à la nouvelle héroïne. Je lève la main 2 secondes pour poser une question, monsieur ou madame, je sais pas qui me répondra en commentaire. Est-ce normal que, quand elle arrive dans le temple, et qu'elle se fait mettre la tenue, elle s'est jamais, à ce moment-là, elle a fait que fuir, elle s'est jamais servie de l'épée. D'accord ? Elle s'en est jamais servie, on est d'accord, hein, on est bien d'accord, elle s'est littéralement pas battue parce qu'elle était incapable de le faire, puisqu'elle faisait que fuir Kazuki pour se cacher. Pourquoi, quand Kazuki elle arrive et qu'elle sort du temple, elle est capable de se servir de toutes les techniques de l'épée, et genre, je veux dire, elle le tranche en deux, littéralement. Je veux dire, elle le tranche comme ça de haut en bas. Elle lui dit surtout ne bouge pas, sinon tu meurs. Comment elle est capable de se servir de toutes ces techniques ? Ça n'a aucun putain de sens, on est d'accord. Attendez, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, hein. C'est que l'une des multiples merdes de cette S2. Vous allez voir, dans quelques minutes, on va encore revenir sur un passage important, vous allez rire. Laissant le jeune homme sans bouger avec ses dernières paroles, bien que blessé et chassé par les tigres blancs, c'est dans la lueur de la nuit qu'elle est retrouvée et sauvée par Naofumi, marquant leur retrouvaille. Tout le petit groupe s'étant retrouvé, et une veille ayant lieu dans 3 jours, personne ne semble prêt pour ce qui arrive. C'est pourtant le moment de comprendre pour Kizuna la raison de la venue de l'arc Télisséglas dans le monde de Naofumi et pourquoi avoir voulu le tuer. Ces derniers, pensant pouvoir arrêter les vagues de monstres en tuant les héros d'autres mondes, sont remis devant le fait accompli que c'est impossible. Tandis que du côté de Kyo, la manipulation continue, et une de ses alliés se lance à la poursuite du groupe de Naofumi. Kizuna amène l'équipe s'équiper en ville chez la forgeronne Romina, afin de réparer leurs affaires, alors que soudainement, Yomogi, l'allié de Kyo, fait irruption pour les tuer. Stop, attendez une seconde. Je vous ai dit qu'on allait y revenir. Stop, c'est ma dernière intervention sur cette S2 parce que là c'est trop là. Là c'est trop, le foutage de gueule il a un sommet légendaire. C'est expliqué dans cette saison que quelqu'un qui possède une épée vassale, comme littéralement les armes de Naofumi, ne peuvent pas s'en décoller. Je veux dire, Naofumi il a constamment son bouclier dessus, et quand il l'arrache, le bouclier réapparaît. Donc il ne peut pas se séparer de son arme. Raphtalia, devenue l'héroïne à l'épée, excusez-moi, ne peut pas se décoller de son arme. Son arme, elle la lâche, elle la jette, son épée se téléporte et revient dans sa main automatiquement. D'accord ? D'accord, on est d'accord. Hein. Dans ce cas, tu m'expliques comment elle fait pour donner son épée à la forgeronne pour qu'elle lui fasse un fourreau. Non, parce que ça a fait le tour des internets et personne n'a compris. Hein. Je pense que le réalisateur et le scénariste, ils en avaient rien à battre. Hein. Ah, une arme qui doivent tenir et qui peuvent pas lâcher. Mais j'ai pas travaillé sur ce putain d'animé. Le niveau de battage de couilles, le niveau cohérence dans cette S2, on avait atteint des records. Mais là, c'est très fort quand même. On est allé quoi, à l'épisode 11, un truc comme ça, voire 12. Là, on a atteint un sommet de bêtises légendaire. Le coup de je peux pas lâcher l'épée, mais je la donne quand même à la forgeronne, c'est n'importe quoi. Faut aller se faire foutre bien profond. Non mais je suis désolé. Portant une arme potentiellement mortelle pour son porteur et forgée par Kyo, cette dernière refuse d'entendre raison, mais est arrêtée par l'arc et ses compagnons qui détruisent finalement l'épée. Kizuna essaye de lui faire comprendre que Kyo l'a mise en danger, elle aussi, en lui fournissant une telle arme. Mais Yomogi témoigne une fois sans faille à Kyo, affirmant qu'il œuvre lui aussi dans le but d'arrêter les vagues de monstres. Étant impossible de trouver un terrain d'entente avec lui, même ses propres alliés ayant fermé les yeux sur ses agissements immoraux et horribles, il faut s'en débarrasser. Le jour suivant, la nouvelle vague de monstres se déclenche maintenant, bien plus tôt que prévu. Kizuna, l'arc,
Télis, Glace et Yomogi sont téléportés avec Hypnobalt près du laboratoire de Kyo, comprenant que c'est lui qui a déclenché cette vague de monstres. Arrivés sur les lieux, Naofumi et ses alliés entrent dans le laboratoire et tombent sur des chimères que Raphtalia étale sans souci. Kyo débarque alors avec Kazuki, dont il a fait un homoncule sans âme, grâce au pouvoir du héros au miroir qui était porté disparu. C'est grâce au pouvoir des âmes de Reiki qu'il a récupéré, qu'il a déclenché cette vague et tente de pousser à bout Naofumi qui, activant le pouvoir de son bouclier maudit, retrouve la raison grâce à ses amis et l'âme d'Ost encore présente, et utilise ainsi son pouvoir pour désintégrer Kyo et son générateur de vagues de monstres. Kizuna et ses camarades, voyant que la vague de monstres s'est dissipée, rejoignent Naofumi et son groupe. L'énergie de Reiki libérée leur permet d'être renvoyés dans leur monde. Ils font donc leur au revoir avant d'être téléportés. Naofumi, Raphtalia, Philo et Lichia reprennent la route après avoir été félicités par la reine de Melromark et de se rappeler les souvenirs de leur voyage et leur rencontre avec Ost, à qui ils rendent hommage sous le soleil couchant. Revenus à leur vie normale, Naofumi va chercher à retrouver tous les enfants du village de Raphtalia réduits en esclavage auprès de la reine, qui n'aura pas plus d'indices sur où les trouver avant que le marchand d'esclaves ne donne un nom de ville où un de ses proches participe à des ventes au marché noir d'esclaves. Assistant à cette horreur, mais n'ayant pas la somme requise pour espérer les racheter, Naofumi se voit proposer de participer à des combats au Colisée de nuit parfaitement illégal afin d'amasser un pactole suffisant. En observant les combats, il rencontre une jeune femme lui proposant un verre, Sadina, ainsi qu'un jeune tigre blanc dans l'arène, Fall. Avec Philo et Raphtalia, leur trio remporte leur premier combat haut la main et compte bien se faire une réputation rapidement. Le soir suivant, invités à nouveau par Sadina, ils sont attaqués en pleine rue mais sans incident, avant de finir dans l'arène face à elle, qui au cours du combat se révélera être une semi-humaine comme Raphtalia de type orc, qui reconnaîtra la jeune fille ayant vécu à ses côtés au même village. En réalité, Sadina, après avoir été vaincue par Naofumi, révèle être venue ici pour les mêmes raisons de libérer les esclaves du village. Malgré tout, le combat final n'est pas validé à cause des nobles en colère d'avoir perdu une grosse somme d'argent. Un combat supplémentaire est donc lancé sur le champ avec pour adversaire un clown masqué qui, après avoir donné du fil à retordre au groupe, s'évaporera, laissant la victoire à Naofumi. Arrivé dans les géoles où sont entreposés les esclaves, Naofumi y recroise Fall, qui en fait se battait au Colisée pour acheter des médicaments à sa sœur Atla, gravement malade. En pitié pour les deux enfants tigres blancs, Naofumi va leur acheter leur liberté, ainsi qu'aux autres esclaves, avant de rentrer au village, pour soigner progressivement la jeune fille, qui au cours des jours suivants, va se rétablir très vite. Qu'est-ce que j'adore Fall et Atla. C'est des personnages qui, je pense, vont avoir par la suite une importance particulière. Déjà parce que je me suis spoilé aussi un petit passage, un petit screen du roman où Fall est plus grand. Oh là là, quel BG. Oh là 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 là, mais Atla, oh là 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 là. Je pense qu'ils vont jouer un rôle très important dans l'arc de cette saison 4, donc restez à l'affût. Je n'en sais pas plus que vous. Par contre, ce que je sais, c'est que, à mon avis, de chez peu que j'en sais, par rapport au trailer de la S4, parce que au moment où j'enregistre ces lignes, il y a le trailer de la S4 qui est tombé. Donc, a priori, ils vont jouer quand même un rôle assez important dans cette S4. Donc, je pense qu'il faut rester à l'affût de ces personnages. Ils sont géniaux. Vraiment, Atla, c'est la GOAT de cette saison 3. Et je pense qu'elle va jouer encore un autre rôle plus important dans la S4. Ah là, je ne jetterai pas ma main au feu, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec eux. Ne les loupez pas, ne bâclez pas leurs personnages, parce que franchement il y a des trucs à faire avec eux. Un soir, durant l'absence des forces protectrices du village, un groupe de brigands connaissant les lieux et les terres dirigés par le héros au bouclier mettront le village à feu pour à nouveau enlever les enfants ayant de la valeur. S'étant défendu du mieux que possible et grâce à Fall et sa fusée éclairante, Naofumi et ses alliés reviennent très vite et se débarrassent des hommes les capturant et leur mettant un karma, ne pouvant pas les tuer, mais les vendant eux-mêmes en tant qu'esclaves.
Dans la capitale, Naofumi organise une cérémonie au sablier du dragon pour réinitialiser les statistiques de Sadina et Fall, les accueillant dans son groupe. En chemin pour le château, il croise le roi déchu, Oldcray, qui, en voyant Atla, semble comme surpris, laissant penser qu'il la connaît. La reine Mirelia raconte à Naofumi l'époque où le roi déchu, en tant que héros d'une arme vassale, était un guerrier et un tacticien renommé, combattant pour le bien de sa sœur cadette, jusqu'à sa mort, le laissant plein de remords, de chagrin et de désir de vengeance. Elle finit son histoire en donnant à Naofumi l'endroit où se trouve Motoyasu, les héros ayant disparu après la fin de la guerre contre Reiki. Elle en profite pour dévoiler que le groupe de reines a été décimé et que Mine est porté disparu. Rentré au village, Naofumi rencontre une inconnue nommée Sin que Philo reconnaît comme étant le clown masqué du Colisée, qui demande à rejoindre le village. Mais finalement, il la chasse, incapable de lui faire confiance. Naofumi, Raftalia et Philo se rendent dans la ville voisine, où ils trouvent un Motoyasu déprimé qui tente de retrouver Elena, une ancienne compagnon. Tentant de lui parler, il s'échappe. Elena finit par expliquer qu'ils sont d'abord allés attaquer la tortue spirituelle, mais réalisant que Motoyasu n'était pas assez fort pour la vaincre, ils ont fini par l'abandonner. Dans la taverne voisine, Naofumi retrouve Ren, seul depuis que son groupe a été décimé face à Reiki. Cherchant à comprendre ce qu'il s'est passé, il refuse d'assumer la responsabilité de ses fautes et les accuse d'avoir été trop faibles. Naofumi tente de le raisonner avant que Mine ne débarque sans prévenir, manipulant facilement Ren en lui faisant croire que Naofumi est la cause de tout, et prétend que Motoyasu l'a également agressé. Ren, voyant que Mine n'a plus son serment d'esclave, il la prend au mot et attaque Naofumi avant de s'enfuir. Rejeté par Mine, Motoyasu sombre dans une spirale dépressive jusqu'à ce que la vue de Philo dansant dans l'auberge lui redonne le moral, demandant à Naofumi de la lui céder comme épouse. L'assommant et partant sans plus tarder, le laissant derrière eux, et sur le chemin du retour, ils sont attaqués par un groupe d'assaillants étonnamment puissants, où Sin apparaît soudainement pour les aider, tuant les assaillants avec leur corps disparaissant mystérieusement. Naofumi se méfiant toujours d'elle, Sin révèle qu'elle est une héroïne avec une arme vassale venue d'un monde précédemment détruit, et que les ennemis qu'ils ont combattus étaient liés à cette catastrophe. Elle souhaite donc protéger les autres héros pour éviter que la même chose n'arrive à leur monde. Malgré quelques doutes, Naofumi accueille Sin et se rend au sablier du dragon où des enfants ayant atteint le niveau 40 pour progresser. De retour au village, Éclair annonce qu'un groupe de bandits rôde non loin et décide de partir les traquer. Grâce au flair du Shikigami Raf, il retrouve Motoyasu combattant un bandit masqué qu'il reconnaît facilement comme étant Ren. Celui-ci, dans cette situation, nous raconte tout son périple de la perte de ses compagnons à la trahison de Mine qui lui a volé tout son équipement. Les habitants le réprimandant pour sa disparition lors de l'attaque de la tortue et les assaillants surnaturels qui tentent de le tuer, plonge Ren dans une folie encore plus grande, le poussant à utiliser la part sombre de son arme avec les capacités d'avarice et de gourmandise, culminant sur son désir de devenir plus fort. Le reste du groupe arrive et Éclair décide d'affronter Ren de front pour ramener de force le jeune homme. Des assaillants réapparaissent, mais Motoyasu les tue sans effort, révélant sa puissance accrue grâce au conseil du héros au bouclier, et Raftalia détruit leurs âmes pour les empêcher de renaître. Éclair finit par ramener Ren à la raison, lui promettant de l'aider à trouver un but pour devenir plus fort, se souvenant d'être mort dans son ancienne vie en protégeant des filles d'une attaque au couteau. Alors, j'ai trouvé ces moments pas trop mauvais dans le sens où c'est bien que les héros aient une résurgence et qu'ils comprennent leurs erreurs et tout, et ça sera le dernier qu'on va voir d'ici quelques instants, parce qu'il en reste un, hein, évidemment, vous vous en doutez qu'on a eu le droit à Motoyasu et on a eu le droit à Ren, on aura bien sûr le droit à Itsuki, hein, ça semble logique. Par contre, je trouve que c'est un peu trop facile. Genre, pour tout ce qu'ils ont fait à Naofumi, ils payent pas pour leurs crimes, parce qu'on rappelle que ils ont quand même fait des choses assez horribles. Hein, ils ont laissé derrière eux probablement des villes et des villages à leur merci, et c'est Naofumi qui est toujours passé derrière pour rattraper les pots cassés. Hein, je le disais, dans la saison 1, je veux dire, Itsuki a littéralement détruit un une ville, un pays entier, parce qu'il voulait faire tomber le régime.
Et je pense que les autres, ils ont fait voir quasiment aussi pire, voire pire, tu vois. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de conséquences pour leurs actes, tu vois. Alors je veux dire, Naofumi, il fait que remplir ses obligations qu'il a avec Fitoria de rassembler les héros pour qu'ils soient tous soudés et combattre les vagues. C'est clairement le but, hein, tu vois, vraiment de les ramener sur le droit chemin et qu'ils les aient comme alliés. Mais je trouve que c'est un peu trop simple, tu vois. C'est bien de l'avoir fait maintenant, parce qu'il y a quand même un gros monstre à affronter plus tard, mais c'est un peu trop simple, tu vois. Beaucoup trop simple. Je trouve qu'il y a encore moyen de faire un truc plus tard avec ça. C'est un peu trop facile à mon goût. La situation revenue au calme, Naofumi, qui a accueilli Ren au village pour s'entraîner avec Éclair, reçoit la visite de Ratotille, Antrea, envoyée par la reine car exilée de sa ville natale pour l'aider à élever des monstres. Recevant un colis avec un œuf de dragon, Windia, une semi-humaine, demande à pouvoir l'élever, ce que Naofumi accepte. Après quelques péripéties autour d'Atla assez proche de Naofumi, l'œuf éclot et donne naissance à un bébé dragon rouge que Windia nomme Gaelion. Les deux se rapprochent et jouent avec les autres semi-humains, même si Gaelion veut jouer avec Naofumi, allant même jusqu'à faire l'énorme bêtise d'avaler un noyau précieux draconique, ce qui le fait grandir et évoluer rapidement. Il attaque brièvement les autres avant de s'envoler dans les montagnes. Alors que Naofumi et son groupe s'apprêtent à poursuivre le dragon, Philo commence à être touché par la malédiction du dragon zombie et insiste pour venir malgré tout soigner temporairement par Atla, mais doit rester au village pour se reposer. Arrivant dans la ville que Naofumi a aidée par le passé, les gens lui indiquent que le dragon a élu domicile au plus profond de la grotte. En difficulté face à la bête, Philo, censé être resté au village, vient en renfort avant d'être avalé par le monstre, qui finit terrassé. Mais avant qu'il ne puisse porter le coup final, Windia les arrête, révélant que le dragon était son père. En ayant voulu au héros par le passé de l'avoir tué, elle s'est par la suite rapprochée de Naofumi et demande au dragon de rendre son corps à Gaelion. Mais celui-ci évolue encore et devient l'empereur dragon du monde de Kizuna, déclarant son désir de tout détruire et de se venger de cette dernière. À bout de force, Naofumi réussit malgré tout à défendre Windia, forçant Atla à utiliser son pouvoir spécial pour blesser l'empereur dragon, permettant au groupe de s'échapper vivant par la rivière. Voyant les niveaux de Philo baisser, il ne reste plus beaucoup de temps avant qu'elle soit totalement absorbée. Une fois leurs préparatifs terminés, Naofumi attire l'empereur dragon, Atla et Foll parviennent dans des séquences mémorables visuellement à en finir avec le monstre, sauvant Philo et Gaelion, détruisant le dragon une bonne fois pour toutes, retournant dans le bouclier de Naofumi. Ren s'excuse auprès de Windia, qui lui pardonne, même si le jeune homme a par le passé été manipulé par les villageois pour tuer le dragon et lui voler son trésor que Naofumi réprimandera. Philo est maintenant levé de la malédiction dont les niveaux perdus ont été volés par Gaelion, qui en évoluant en profite pour emmener Naofumi dans les airs et le groupe pour rentrer au village. De retour dans celui-ci, Naofumi dispense Melty de ses obligations pour aider Philo à retrouver des niveaux. Sin explique avoir continué à combattre dans le Colisée et rencontré un certain archer connu sous le nom de Justice cachée parfaite, qui logiquement pour Naofumi et Ren ne peut être Kitsuki. Manipulé lui aussi par Mine, il refuse d'entendre raison et c'est Lishia qui veut le ramener à la raison. Dans l'arène, le combattant face à face, lui qui est persuadé de faire le bien. Itsuki comprend rapidement le plan de Naofumi et voulant le punir pour ses crimes, l'attaque avec son arc de la justice, affecté par la malédiction de l'orgueil. En voyant une Lishia pleine de confiance à vouloir l'arrêter, il continue à accroître la malédiction, tentant d'attaquer Lishia avec l'arc. Sauf que dans la main de Lishia, sous la force d'une arme translucide, se manifeste cet arc, ayant rejeté la justice d'Itsuki, qu'elle va utiliser pour le vaincre. Refusant d'admettre sa défaite et se souvenant des paroles de Mine, persuadé qu'elle est la seule à croire encore en lui, il court la retrouver, mais découvre qu'elle et son ancien groupe l'ont abandonné, lui ayant pris l'argent et lui laissant derrière eux une lourde dette. Épuisé, il s'écroule, avant de se réveiller au village aux côtés de Lishia, qui va l'aider à se remettre lentement. Alors Lishia, c'est vraiment la deuxième GOAT de la série. Elle était
elle était un peu chiante au début. Je pense que tout le monde, on s'est un peu posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle faisait dans le groupe. Elle passait son temps à se plaindre et à pas vouloir venir sur le champ de bataille parce qu'elle avait peur de tout. Et d'un seul coup, lui vient un grand courage là de venir sauver Itsuki. Alors c'est pour le mieux, parce que honnêtement, le personnage il a évolué de fou, sachant qu'on voyait son potentiel. Enfin, on nous sous-entendait qu'elle avait un potentiel caché et que ça pourrait servir plus tard. Je veux dire, elle s'entraînait quand même aux arts martiaux, des trucs comme ça. Donc ça aurait fini par servir à un moment donné, et ça a servi là du coup, hein, puisque c'est elle qui sauve Itsuki et qui, à demi-mot en fait, littéralement utilise l'arme de l'arc, enfin l'arme du héros à l'arc en fait. Hein. Donc, est-ce que ça va encore servir plus tard ça? Sachant que maintenant qu'elle est assez proche du héros à l'arc et que c'est l'une de ses dernières alliées, littéralement, tout le monde. Enfin, chaque héros n'a plus aucun allié à part Naofumi, je veux dire. Et pour le coup, Lishia, maintenant, elle peut se ranger du côté d'Itsuki, elle peut être son principal pilier sur lequel se reposer. Donc, comme Atla et Fall, il y a encore moyen de faire des trucs avec elle. J'espère qu'il y va encore upgrade. Hein, s'il vous plaît, pas de downfall pour le personnage. Faites-la encore évoluer. Il y a vraiment un moyen que le personnage devienne ultra charismatique plus tard. Pour l'instant, la fleur commence à germer, mais c'est lent. Ça vient petit à petit, puis après, on pourra pleurer sur le poulet. Pour l'instant, on est à ras de la terre, on a le bourgeon qui sort, c'est tranquille, on se prend pas la tête. Naofumi et Raftalia commencent à s'entraîner avec Sadina et Gaelion pour exploiter le pouvoir des veines du dragon et améliorer leurs capacités. Dans la journée après avoir été livré d'une tenue de prêtresse commandée pour Raftalia, le village se fait attaquer. Après les avoir repoussés, Sadina révèle que Raftalia est une descendante de la famille royale de Kyutenlo, une nation isolée, et que Sadina la protège, elle et ses parents, depuis qu'ils se sont réfugiés à Luronoa, fuyant la dispute pour le trône. La tenue de prêtresse a été perçue comme une déclaration de prise du trône, et que les attaques continueront jusqu'à sa mort. Ce qui va passablement énerver Naofumi, prêt à en venir au combat face à l'Empire s'il le faut. Après avoir prévenu tout le monde et rassemblé les héros, Naofumi décide de résoudre le conflit avec Kyutenlo au plus vite afin de pouvoir se concentrer sur le combat imminent contre le Phénix qui se réveillera dans 2 mois. Des choses se trament et arrivent pour le héros bouclier et ses amis, qui reviendront très bientôt. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'être arrivé jusqu'au bout et d'écouter ce message. C'était encore une fois du travail, je veux dire d'écriture, surtout que Shield Hero, il y a énormément d'informations à retenir, à droite, à gauche, il se passe 50 milliards de trucs différents, parfois on pèse du coq à l'âne au niveau des scènes, mais je trouve ne pas m'en être si mal sorti et que les éléments les plus importants sont là, c'est peut-être même un peu trop détaillé sur certains endroits, je pense à la saison 1 où j'ai vraiment passé sous le panier et sous le tapis certains événements et où j'ai été beaucoup plus pointilleux sur cette merde infâme qui était la saison 2. Et pourtant, il n'y avait pas de raison, mais bon, voilà. C'est au moins, vous pouvez pas dire que ça n'a pas été agréable à suivre. Hein. Je dis ça, je dis rien. Si vous avez détesté la S2, au moins, je pense que cette vidéo aurait été plus agréable à suivre et à regarder que la S2 en lui-même. Puis pareil pour la S3. Si jamais vous aimez bien ce genre de petits détails, qu'on rentre bien dans les scènes et tout, n'hésitez pas à me le dire. Ce qu'on peut améliorer, je veux dire, on n'est qu'au mois de juin. Donc il y a encore des choses qui peuvent être améliorées sur ce format au cours d'année. Donc je suis ouvert à toutes les critiques concernant ce format. En tout cas, merci à tous et rendez-vous le mois prochain. Si c'est. Voilà, j'écris tout en avance, ça me vient comme une envie de pisser comme ça. Des fois, il y a des séries qui me viennent. Donc, je vous dis pas, proposez-moi, parce que je prends tellement d'avance sur ces vidéos-là que de toute manière, des fois, ça me vient une idée comme ça. D'un seul coup, j'ai envie de résumer une série. Donc, rendez-vous, si le cœur m'en dit, le mois prochain pour un nouveau résumé d'animé. Ciao tout le monde. Bye.